au sucre caché dans notre alimentation. Premier arrêt sur ces canettes importées de Pologne, de Tchéquie ou encore du Danemark, vendues dans certaines boulangeries, snacks ou fast-food. En théorie, plus une boisson est sucrée, plus elle est censée être taxée. Vous allez voir qu'une partie de ces sodas venus de l'étranger échapperait à la fameuse taxe soda. À la clé, plusieurs millions d'euros de fraude pour l'État. On fait le point avec Raphaël Asensio et Guillaume Marc. Une canette reconnaissable au premier coup d'œil. Et pourtant, en y regardant de plus près, surprise, tout est écrit dans une langue étrangère. Les infos nutritionnelles, il n'y en a pas en français. Je le vois assez souvent maintenant, beaucoup plus qu'avant, dans les restaurants et même dans les épiceries. En tchèque, en danois ou en polonais, derrière ces canettes venues de loin, l'histoire d'une taxe qui fait pchit. La taxe soda, aujourd'hui massivement contournée, nous avons enquêté sur cette fraude fiscale, estimée à plusieurs millions d'euros chaque année. En Île-de-France, ce grossiste vend des dizaines de marques de soda. Sur chacune d'entre elles, il doit payer une taxe. La taxe sucre, elle s'applique par rapport au taux de sucre qu'il y a dans le produit. S'il y a un taux de sucre élevé, il y a une taxe élevée. Sur du Sprite, il y a à peu près la moitié de la taxe sucre de ce qu'il y a sur le Coca-Cola. Mais il y a aussi de la taxe sucre sur le jus de pomme, il y a aussi de la taxe sucre sur l'Oasis. Aussi appelée taxe soda. Cette marque fait partie des plus concernées. Alors là, c'est pas compliqué. Vous avez 24 boîtes. Sur les 24 boîtes, il y a 2,82 € de taxes. Sur un total de combien ? Sur un total de globalement 19 € si on fait le prix de vente. Elle a été exponentielle en 2025 et on s'est retrouvé sur une taxe qui aujourd'hui représente 35 centimes du litre, ce qui est juste colossal. Une taxe française qui a tellement augmenté que certains cherchent à l'éviter. Alors ils se tournent vers d'autres pays d'Europe, car ce soda est mis en bouteille sur tout le continent, en Pologne, en Espagne ou encore en Tchéquie par exemple. En caméra discrète, nous nous rendons dans une dizaine de fast-food parisiens. 5 d'entre eux vendent du Coca-Cola étranger. La raison, le prix, selon ce restaurateur. Celui-ci l'avoue directement. Est-ce que je peux prendre une canette de Coca, s'il vous plaît ? Sur cette canette venue de Tchéquie, il ne paye aucune taxe. Vous avez le droit, t'as mis du coup. Bien sûr, j'achète le partenaire de c'est tout. Concrètement, des importateurs achètent un Coca en Tchéquie ou en Pologne, moins cher en sortie d'usine. Jusque-là, c'est autorisé. Ils traversent les frontières. Une fois arrivés en France, ils sont censés déclarer aux impôts ces boissons importées. Ce que certains ne font pas, évitant ainsi de payer parfois plusieurs milliers d'euros de taxes soda. Nous nous sommes fait passer pour un grossiste et avons joint l'un de ces importateurs. Il reconnaît participer à cette fraude et a même une technique pour ne pas être soupçonné. Moi, je déclare une petite partie pour éviter de la payer. Je pense que tout le monde fait ça, parce que si on commence tous à s'amuser à la payer, à 100%, on en verra plus. Si vous trouvez un meilleur tarif et vous achetez directement en Pologne, faites ça honnêtement. Moi, c'est mon conseil, déclarez-moi un minimum. Selon certains experts, cette fraude représenterait entre 20 et 40 millions d'euros de pertes chaque année. Bercy assure avoir connaissance des risques et mener de nombreux contrôles. Mais pour ce syndicaliste des douanes, les moyens déployés sont insuffisants. L'administration des impôts, l'administration fiscale, va préférer mettre ses effectifs et ce temps d'enquête sur des fraudes dites plus importantes en termes de volumétrie ou de sommes à recouvrer. On préfère mettre, j'ai caricaturé, 2 agents sur un dossier pendant une semaine pour récolter 5 millions d'euros que pour en récupérer 50 000. L'État n'est pas le seul perdant dans l'histoire, le consommateur aussi. Car tous les pays européens n'ont pas la même recette. La version tchèque, par exemple, est plus sucrée et contient un sirop déconseillé, absent dans les canettes françaises. Et à propos de sucre caché, parlons maintenant d'un produit que l'on croit simple, presque banal, le pain de mie. Complet, bio, sans croûte, nature ou enrichi, les références se multiplient dans les supermarchés et les écarts sont considérables, que ce soit en sucre, en sel, en additifs, en fibres aussi. Alors comment s'y retrouver et surtout comment faire le bon choix? Hervé Pozzo et Loïc Lemoigne. Coucou les poupounettes. Dans la famille Lancelot, c'est l'incontournable du petit déjeuner. Pain de mie grillé ou pas grillé ce matin? Grillé. Grillé.
Avec le pain de mie, ils ne sont jamais à court de tartines. Nous, ça va être soit brioche, soit pain grillé. Quand on n'a plus, on part sur du pain de mie qui est toujours une solution secours pour nous. Pour les petites Ambre et Charline, c'est surtout une histoire de goût. Quand tu croques dedans, c'est moelleux et avec le beurre qui est fondu par-dessus, c'est bon. Dans presque toutes les cuisines, du complet, du bio, sans sucre, sans croûte. 9 Français sur 10 en consomment. Depuis le Covid, les ventes ont augmenté de 20%. 345 millions de paquets vendus en 2025. Dans les supermarchés, des rayons entiers lui sont consacrés sur les emballages des promesses. À la farine complète, sans sucre ajouté, sans huile de palme, comment s'y retrouver? Je lis pas tout ce qu'il y a d'écrit, parce que sinon on ne prend plus rien. Pour savoir lesquels privilégier, nous nous sommes tournés vers une chercheuse en diététique. Mathilde Touvier est une des scientifiques à l'origine du Nutri-Score. Bien placée pour savoir que tous les pains de mie ne se valent pas, notamment en ce qui concerne la farine complète et ses fibres, un des nutriments essentiels pour notre santé. Un pain de mie vraiment très blanc comme ça aura perdu toutes les fibres et vitamines minéraux qui se trouvent dans l'enveloppe du grain de blé. Lorsque on utilise de la farine plus complète, c'est le cas ici, on va avoir une quantité de fibres qui est quasiment doublée par rapport à celui-ci. Donc le profil nutritionnel peut être vraiment très différent d'un pain de mie à l'autre. Autre ingrédient, les sucres. Des différences importantes apparaissent. Quand un pain de mie à la farine blanche affiche 9 carrés de sucre par paquet, on en retrouve 5 dans celui à la farine complète. En Vendée, il y a 25 ans, un industriel a misé sur les céréales bio et la farine complète. La Boulangère & Co, un des 3 plus gros producteurs français. Chaque année, 50 millions de sachets sortent des chaînes. Le secteur est hyper concurrentiel, les secrets de fabrication bien gardés. Par contre, là, on clignote lui. Nous ne pourrons donc pas vous montrer toutes les étapes de fabrication. Le patron, c'est Bruno de Bourmont. Pour lui, l'avenir du pain de mie est déjà écrit, il est aux farines complètes. On a mis sur le marché un pain de mie seigle et graines il y a maintenant 5 ans. C'est le premier produit de notre gamme. Il s'en vend 8 millions cette année. La bataille du complet fait rage. Peut-on faire confiance aux inscriptions sur les emballages? Une journaliste a étudié les différences entre les pains de mie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites alors, vous? Je suis journaliste à Que Choisir. J'ai réalisé un comparatif de pain de mie qui est là. Elsa Aptoun a étudié les ingrédients affichés par les plus grandes marques. Que penser de ces pains à la farine complète? Beaucoup de fabricants vont inscrire, c'est le cas sur ce produit, à la farine complète en gros, et le consommateur peut penser que c'est du pain de mie complet, classique. En réalité, si on regarde dans le détail, là par exemple, on a 44% de farine de blé raffinée, blanche, et seulement 13% de farine complète de blé. Donc on n'a pas du tout les bénéfices associés au pain complet traditionnellement. Selon l'industriel vendéen qui nous a reçus, avec trop de farine complète, le pain de mie ne serait plus assez moelleux. Reste aux consommateurs à faire leur choix. Et autre produit du quotidien très consommé par les familles, la compote, souvent sous forme de gourde. C'est très pratique dans les transports ou pour remplacer un fruit au dessert, mais sont souvent faibles en vitamine C et en fibres. Faisons le point avec Suzanne Prez, Frédéric Bazille et Alexandre Dupont. Quand Alison et sa fille font leurs courses, il y a un arrêt plus long que les autres. Le rayon compote. Moi j'ai jamais vu. Ouais, les chips, hein. Ah, kiwi jaune. Elle, c'est la meilleure. Ouais, pomme. Elles connaissent par cœur les saveurs, car elles en mangent 1 à 2 par jour. J'en mange tout le temps. J'ai tout le temps une petite compote comme ça dans mon sac. Et tout ce qui est mangue, passion, banane, tout ça, j'aime beaucoup. Ces dernières années, la compote a fait sa révolution grâce à son format gourde. Il n'y a qu'à regarder les allées de ce supermarché. Elle prend de plus en plus de place. Il y a 5 ans à peu près, le rayon devait s'arrêter à peu près ici. Et ça s'est agrandi jusqu'ici. Ça représente 150 compotes ou parfums différents sur le magasin. Un succès qui pousse cette usine de Corrèze à produire désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, des rivières de pommes. 250 tonnes sont transformées chaque semaine. Et ce ne sont pas les plus belles, au contraire.
Elles ont juste des petits défauts. Par exemple, ici, voilà, on voit des petits chocs, des petits trous qui vont faire qu'elles sont difficiles à vendre sur l'étalage pour de la pomme de table, mais qui vont être tout à fait bonnes et excellentes pour faire de la compote. Une fois triées, les pommes sont écrasées et mélangées à d'autres purées de fruits, comme la poire ce jour-là. Mais ce qu'ils contrôlent tout particulièrement ici, c'est le taux de sucre, devenu la principale préoccupation des clients. On a plus de 60% de nos produits où il n'y a effectivement plus du tout de sucre ajouté. Pour autant, il en reste encore une petite dimension plaisir, où le sucre apporte des fois un côté gourmand, voilà, que certains consommateurs recherchent. Donc pour l'instant, on fabrique l'ensemble des gammes, mais le sans sucre ajouté, qu'on met bien en avant sur nos emballages, prend vraiment une place de plus en plus importante. Avec ou sans sucre, en France, il s'est vendu 383 millions de compotes l'année dernière, à tous les prix. La gourde reste le format le plus cher, 3,16 € le kilo, contre 1,92 € en pot. Pourquoi cet écart? Prenons cette compote à 25 centimes. Les fruits ne représentent qu'un tiers du prix. Les charges, pareilles. Reste donc l'emballage, coûteux. Pour continuer à séduire malgré ces tarifs, il faut donc innover, créer des goûts surprenants. C'est la mission d'Amélie Aubry. Je vais faire une nouvelle recette. C'est de la pomme framboise citron vert. Dans son laboratoire, jour de test. Cette technicienne goûte une vingtaine de saveurs par an, toujours plus originales. Pour valider une recette, contrôle de la texture. Est-ce que c'est pas un peu trop granuleux? Et surtout, du goût. On sent quand même bien le citron, hein? Oui. Moi, j'aime bien. Aucun détail ne lui échappe. On a constaté qu'il y avait une tendance aux fruits exotiques. Donc pour changer un petit peu des parfums classiques comme pommes fraises, pommes poires qu'on peut beaucoup voir dans les rayons. Rester tendance, voilà le défi de la compote française. Et cela fonctionne. La preuve sur les réseaux sociaux, les compotes ont la cote. J'ai une addiction dans la vie, c'est ça. C'est ça. Mais sont-elles vraiment bonnes pour notre santé? Cette nutritionniste tempère. Dans la compote, la vitamine C, elle n'est plus là parce qu'elle a subi une cuisson, un mixage. On se dit, ah bah super, je vais manger 5 fruits. Bah non, vous n'allez pas manger 5 fruits, simplement vous allez manger le sucre des fruits. Mieux vaut donc ne pas en abuser et toujours privilégier les fruits frais aux compotes. Et face à la hausse des coûts de l'énergie et au retour de l'inflation, cette question, faut-il rouvrir les négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution? Le secteur laitier, notamment, le réclame. On posera la question à notre invité dans quelques minutes, Dominique Schelcher, le patron des magasins U. Mais d'abord, faisons le point. C'est avec Amel Brignoli, Denis Sébastien et Nicolas Becker. Combien de temps vont-ils pouvoir tenir? Dans cette coopérative laitière, tout flambe. À commencer par le coût des livraisons, plus 12% depuis le début de la crise. Ça, c'est énorme. Sur un budget transport, chez nous, voilà, à plus d'1 million d'euros, donc c'est plus de 100 000 € de charges supplémentaires. Et ce n'est pas tout. Le conditionnement des produits coûte plus cher. Yaourt, fromage, crème fraîche. Tout est emballé dans du plastique. Et lui aussi flambe depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Tous ces sauces font partie des emballages qui vont fortement augmenter dans les prochaines semaines, à partir de la prochaine livraison. Une augmentation attendue de 20% dans les prochains jours. Toutes ces hausses sont impossibles à absorber. Alors, seule solution pour son directeur, rouvrir les négociations commerciales avec la grande distribution. C'est indispensable de renégocier. Sinon, c'est nos producteurs qui en subiront les conséquences et c'est pas possible. Voilà. Et cette coopérative n'est pas la seule. Les géants de l'industrie laitière demandent également une réouverture des négociations commerciales. D'autres rayons pourraient rejoindre le mouvement, comme celui des confiseries. Dans cette pâte cuite, 2 matières premières, donc sucre, sirop de glucose de blé, qui vont augmenter elles aussi dans les prochains mois. Les fournisseurs ont d'ores et déjà annoncé la couleur. On nous annonce des augmentations déjà, pour septembre pour le sucre. Généralement, quand le sucre augmente, le sirop aussi. Donc on aura aussi des augmentations. Même chose pour les emballages, qui représentent environ 20% du coût d'une sucrerie. Si les négociations commerciales avec la grande distribution ne rouvrent pas rapidement, la situation de l'entreprise
deviendrait critique. C'est une catastrophe d'un point de vue purement financier. Ça veut dire qu'on va partir sur des situations de fragilité de nos entreprises. Donc on est obligé de répercuter les augmentations de nos coûts. Et avant même toute discussion entre industriels et grande distribution, les prix devraient augmenter de 4 à 5% dans les prochains mois, selon une association de consommateurs.